Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo FAQ. Enfin, en réalité, je devrais dire deuxième partie de la première FAQ. Si vous regardez les dates ici en dessous, vous pourrez constater que la première FAQ date d'octobre 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, ça date. L'avantage, c'est que je vais mettre à jour mes réponses par rapport aux questions qui sont posées. C'est parti! Alors, on a Cinéma Rolda qui me demande quel est mon personnage préféré au cinéma. Et c'est très compliqué, évidemment, de répondre comme d'habitude. Comme ça, je pourrais te dire Conan le barbare, déjà parce qu'on a des trucs en commun, vous voyez, ici, là, par exemple. Non, mais c'est en fait, Conan, c'est un personnage, que ce soit dans les nouvelles, que ce soit en comic book, que ce soit en bande dessinée, c'est tout à fait pareil, hein, d'accord ? Quels que soient les différents supports, Conan, c'est un personnage vers lequel j'ai tendance à revenir. Je reviens toujours vers Conan. Après, il y a des personnages comme James Bond que j'aime beaucoup, ou alors des figures. Par exemple, le coup du chevalier errant qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma asiatique ou des choses comme ça, sont des figures qui me parlent. Alors, c'est pas forcément un personnage, mais c'est un genre de personnage. On retrouve ça aussi dans le western italien, par exemple. Et j'aime beaucoup aussi un personnage tel que Wong Fei-hung dans la saga Il était une fois en Chine, parce que j'adore les arts martiaux. Et voilà. Donc, vous remarquez que j'aime bien les mecs un peu forts, qui est peut-être le contraire de ce que je suis, et c'est pour ça que je les aime bien. La prochaine question est assez rigolote parce que forcément, comme le commentaire date d'un petit moment, il n'est plus tout à fait à jour et c'est pour ça que je trouve ça rigolo de le relire maintenant. Alors, c'est Clément Catalanotti qui me posait la question, enfin qui disait « Maintenant que tu as amené à toi 1000 personnes, donc c'était pour les 1000 abonnés à l'époque, que comptes-tu faire pour les 1500 abonnés ou les 2000? Quels sont tes objectifs ou tes envies pour cette année scolaire et pour l'année 2019? Bravo pour les 1000 abonnés, tu les mérites, il faut pouvoir maintenant ramener tous ceux que tu mérites, super chaîne !» Alors déjà, première chose, merci beaucoup, franchement ça peut paraître bête, mais un truc qu'il ne faut pas oublier, parfois, c'est d'encourager les gens sur Internet. Je parle de moi, certes, mais dans ce cas-là, hein, mais tous les autres que vous appréciez sur Internet, parfois un petit message, même si ça peut paraître cuculapraline, un simple, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça fait plaisir, parce qu'il y en a qui vont pas hésiter à vous troller derrière, même si on sait que c'est du bullshit. Il y a quand même des gens qui vont vous insulter gratuitement et tout ça, et donc de temps en temps, ça fait du bien de recevoir des compliments. En ce qui me concerne, merci, mais à cause de toi, je vais plus pouvoir passer la porte, tu vois, et donc je vais être dans la merde. Alors, pour les objectifs niveau abonnés, je l'avais dit à l'époque, et ça reste toujours l'objectif jusqu'à la fin de l'année, même si je pense qu'on ne va pas l'atteindre, l'objectif officiel, c'est 2500 abonnés, qui est, pour tout vous dire, un chiffre moyen. Donc j'ai regardé un peu les chiffres moyens d'évolution de chaîne, et je me suis dit, si tout va bien, ça devrait évoluer comme ça. Le but n'est pas non plus de faire un buzz et d'avoir 10 000 abonnés en une année. De toute façon, le principal, c'est de parler avec plaisir de cinéma, parce que c'est le but de la chaîne, hein. Finalement, que les gens ne suivent pas. Là, par exemple, dans pas longtemps, je sais pas exactement quand, mais je devrais sortir une vidéo sur un film un peu moins grand public, et j'en ai rien à cirer si je n'arrive pas à faire 10 millions de vues. De toute façon, je fais pas des millions de vues, mais je pense que vous avez compris, à faire beaucoup de vues dessus. Moi, l'intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo, qui se disent, tiens, je connais pas ce film, et si je le regardais, et qui reviennent et qui me disent, putain, merci, grâce à toi, j'ai découvert ce film, il est excellent. Ça, c'est le plus grand plaisir que j'arrive à obtenir sur ma chaîne en ce qui me concerne. Donc, niveau abonnés, 2500, ça paraît correct, et surtout transmettre du plaisir, et ça, c'est le but. Alors, Michael Lazardisque qui me posait cette question: comptes-tu réaliser des vidéos plus travaillées, analyse de films, anecdotes sur les conceptions, etc. Alors, vouloir, oui. Maintenant, il y a toujours un problème sur YouTube, c'est ces trucs de droit d'auteur, d'accord? Et normalement, il y a les exceptions au droit d'auteur qui fait qu'on a le droit d'utiliser des images pour en faire une critique, pour en faire une analyse, etc., etc. Mais les exceptions du droit d'auteur, comme c'est dit, c'est une exception. Et il y en a l'exception, vous savez, c'est un peu comme le papier de toilette. Oui, je vous laisse deviner ce qu'ils font avec. Et dans quel état il finit le papier. Donc des envies, oui j'en ai. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo prochainement dans laquelle je me suis dit... je vais faire comme j'ai envie de faire, je vais utiliser des extraits de films, je vais faire tout ce que je peux. Et sur ma blog, je la ressortirai en mode loose, on va dire, en mode juste avec ma gueule. Mais j'ai envie de faire une vidéo un peu plus travaillée, oui, parce que je dois avouer que c'est très chiant de parler d'un film et de même pas pouvoir montrer une image pour expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Le film est très beau, il est bien réalisé. Ouais, vous voyez, il y a des plans qui sont comme ça. Ouais, mais si on les voit pas, c'est difficile, quoi. Donc j'aimerais bien, en effet, faire une vidéo dans laquelle je peux montrer les plans. Quand on parle d'un film d'animation, dire la qualité de l'animation, bah montrer une image pour montrer la qualité de l'animation. Et c'est très chiant. Faut savoir que sur les films récents, si tu mets une bande-annonce, un petit bout de bande-annonce, moi je mettais 10 secondes à peu près, je me suis fait taper sur les doigts régulièrement. Et là, donc la vidéo que j'ai en tête, c'est un film un peu plus ancien, et j'espère pouvoir la faire et que ça ne me posera pas de problème. Et oui, l'envie, elle y est. Maintenant, après, la question c'est, est-ce qu'on peut le faire? Il y en a qui arrivent à le faire sans souci, puis il y en a d'autres qui se font emmerder, je sais pas comment ils font, faudra m'expliquer un jour.
Mickey Laserdisc toujours, qui pose là une question super intéressante, je trouve. As-tu déjà fantasmé, attirance ou fascination, sur un acteur ou une actrice? Si oui, lequel ou laquelle? Alors, comment vous dire ça? Être attiré par des actrices, trouver des actrices belles, enfin les acteurs, même si je peux les trouver beaux, c'est pas mon domaine, mais on va dire, oui, évidemment. Après, il y a toujours un truc particulier avec les acteurs et les actrices, je trouve, c'est que, comme ils changent de personnage d'un film à l'autre, alors des fois on peut être très attiré par quelqu'un dans un film, la trouver très belle, et dans l'autre la trouver quelconque, dans la vie de tous les jours la trouver moche, et puis peut-être sur un plateau de télévision, quand elle fait une interview, la trouver belle. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a le maquillage, parce qu'il y a tout ce qu'on veut, qui fait qu'on peut être attiré. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je suis plus dans le domaine de la starification, que j'ai réussi un peu à m'éloigner de tout ça. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un à la télé ou cinéma ou un truc comme ça, tu peux adorer cette personne, tu peux être fan, même si le terme devient trop fort justement, mais de là à considérer la personne comme un truc trop fort, magnifique, au-dessus de toi, inatteignable, je sais pas quoi, non. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, nous sommes tous des êtres humains. Si la personne a des qualités dans un truc, elle a des défauts dans l'autre. Et si par exemple, je sais pas, moi c'est une actrice que tu trouves fantastiquement belle, bah, elle est peut-être fantastiquement conne aussi. Mais ça, bon, voilà, peut-être pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux apprécier l'actrice sans apprécier le personnage et vice versa. Tout ce que je veux dire, c'est que personne n'est parfait, tout le monde a ses défauts. Et j'ai arrêté un peu de voir les gens comme ça depuis tout en bas, tout simplement parce qu'on est tous humains dans la réalité. Et quand tu rencontres la personne, si vous avez déjà eu la chance de rencontrer des personnes starifiées, moi j'ai pas eu trop cette occasion, mais ça se voit assez vite que finalement, bah, ce sont des personnes normales. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de spécial, hein, vous savez. Ils vont aux toilettes comme tout le monde. Une question de paradoxe, quel matériel utilises-tu pour filmer, monter? Que pensent tes proches de tes vidéos? Alors, ce que pensent des proches de mes vidéos, c'est un peu particulier. Beaucoup me disent que c'est bien, toi, mais que voilà, par exemple dernièrement j'ai eu la chance, parce qu'un concours de circonstances, de montrer une vidéo à une de mes tantes, qui m'a dit « Dis donc, je savais pas que tu étais capable de faire des choses comme ça. » Elle m'a même dit « C'est marrant, tu t'exprimes bien dans tes vidéos, alors que normalement, quand t'es avec nous, tu dis des conneries. » Je fais « Oui, mais c'est pas pareil de passer un moment avec sa famille à rigoler et à dire des trucs sur Internet, même si j'aime bien aussi rigoler sur Internet, évidemment, c'est le but, sinon on tire la gueule. » Donc voilà, déjà pour la famille. J'évite de trop en parler, disons qu'ils sont au courant, mais peut-être justement ce côté, ce que je disais avant sur la starification, hein, non pas que je sois une star, hein, loin de là, mais ouais, bah voilà, il fait des vidéos sur Internet, quoi, sans plus, quoi. Pour le fun, je vais vous donner une petite anecdote familiale. Mon oncle, donc le mari de la tante de laquelle je viens de vous parler, qui aurait pu être joueur de foot professionnel, donc il avait été sélectionné pour passer pro en football, et ma grand-mère, donc sa maman, hein, avait refusé parce que au football, tu peux te blesser. Voilà, donc ça c'est un peu la mentalité, oui. Maintenant pour le matériel, alors au niveau du micro j'utilise ceci qui est qu'on appelle ça un dictaphone de chez Sony, tout le monde l'utilise, par contre je sais plus le nom mais je sais qu'il y en a plein, vous verrez plein de gens sur internet qui l'ont soit comme ça en train de pendouiller, soit caché à l'intérieur comme moi je fais, c'est-à-dire wick, et vous voyez ce machin noir comme ça qui déborde. La leçon va être sans doute un petit peu particulier mais j'espère que ça passera quand même. Au niveau de la caméra, là aussi je suis très classique, j'ai un Canon G7X PowerShot 2 et pour les lives j'utilise un micro Yeti et une caméra CC, je sais plus combien je vous montrerai ça au montage, je la ferai apparaître et puis je vous l'écrirai. Je sais plus le modèle. D'ailleurs, je profite, ça pourrait être intéressant d'acheter un micro-cravate pour relier l'appareil, vous savez, là, et pouvoir parfois me filmer dans la rue. Le truc, c'est qu'il faut se filmer avec la caméra de derrière et pas celle de devant, ce qui fait que t'as pas le retour, tu sais pas où t'en es, tu sais pas si t'es en train de bien cadrer, mais ça me permettrait, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, de peut-être faire des vidéos plus simples sur des sujets plus simples. Non pas plus simples, mais plus simples au niveau du cadre et du montage, un peu comme je fais là, même si là il y aurait du montage et des trucs rajoutés. À l'époque, il s'appelait encore le gamer du cinéma, maintenant il s'appelle le geek du cinéma, comme quoi il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Quel est le pire film que j'ai vu? Alors les pires films, c'est comme les meilleurs films, il y en a plein. Parce que franchement, des vraiment grosses fientes, j'en ai vu plein. Après, comme ça, je te dirais, bon, il y en a eu plein, hein, mais vraiment un de ceux qui m'a dégoûté, ça devait être La Nouvelle Fureur de Vaincre avec Jackie Chan. Je dis ça parce que je suis même allé jusqu'à tester, vous savez, on dit jouer au frisbee avec ses DVD, bah avec ce film, j'ai vraiment testé, voir comment ça volait, vous voyez. Et je l'ai vraiment fait avec un pote, tellement on a trouvé le film que c'était de la merde en boîte. Hein. Donc, je vais dire celui-là, mais c'est pas forcément le pire du pire, mais c'était quand même une grosse merde, ça, de toute façon. Mickey Laserdisc, qui revient à la charge, il a posé plein de questions, c'est très bien ça, qui me demandait quel est mon duo d'acteurs préféré. Eric et Ramsey. Non, évidemment, je plaisante. Des duos d'acteurs, comme ça, j'en vois pas des masses. Hein. Laurel et Hardy, Bud Spencer et Terence Hill, c'est les deux qui me passent par la tête. C'est pas vraiment un duo en tant que tel, mais c'est vrai qu'ils ont souvent tourné ensemble, et je veux dire Toshiro Mifune et Tatsuya Nakadai.
Ça, c'est quand même des acteurs, hein, quand même. Parmi les 2 meilleurs acteurs du monde. Hein. Si vous ne connaissez pas ce que font ces 2 acteurs, foncez sur les films dans lesquels ils ont joué, qui sont les plus cultes, au niveau de l'acting et au niveau du film. D'ailleurs, vous allez vous en prendre mais plein la gueule. Moi, ça me fait, entre guillemets, toujours rire quand j'entends des gens qui disent « Ouais, tel acteur américain, c'est le meilleur du monde, tel autre acteur, c'est le meilleur du monde. » Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, je suis pas en train de dire que c'est des acteurs de merde, etc., etc. Mais souvent, je leur dis « Est-ce que tu connais Tatsuya Nakadai, par exemple ?» Et le gars, il me fait « Non. » Je fais bah, « Alors, pourquoi tu peux dire que tel acteur, c'est le meilleur du monde si tu connais pas les 2 autres grands acteurs dans le monde ?» Et évidemment, moi, je parle d'acteurs japonais parce que je les connais, mais il y a sans doute des super acteurs, je sais pas, moi, en Amérique latine, en Europe et autres. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ce côté, ouais, ça c'est le meilleur du monde quand tu connais pas. Pour moi, Tatsuya Nakadai, c'est un des meilleurs acteurs du monde, de ceux que je connais. Voilà. Et oui, chose assez rare, je préfère Tatsuya Nakadai à Toshiro Mifune, mais Toshiro Mifune, c'est de la bombe aussi. Hein. Mickey Laserdisc qui me dit, ambitionnes-tu de gagner de l'argent avec ta chaîne? La réponse est oui. Je dis honnêtement, la réponse est oui. Alors, je ambitionne pas de gagner assez pour vivre. Je suis pas assez taré pour ça, j'ambitionne pas de gagner des millions, non, mais gagner un petit peu d'argent déjà pour pouvoir sponsoriser la chaîne, on va dire, acheter du matériel, par exemple là j'ai parlé du micro-cravate, par exemple ce genre de choses là, ce serait sympa quand même, hein. Je rappelle qu'à l'heure actuelle je suis en stage à 100% non rémunéré, donc ça pourrait être quand même pas mal, voilà, d'avoir un petit... un peu d'épinards à mettre dans les épinards, c'est même pas du beurre dans les épinards, vous voyez. Donc ça pourrait être utile rien que pour ça déjà, puis bon, après si tu gagnes des millions, on va pas dire non non plus, mais j'y crois pas, entre nous, j'y crois pas. J'y crois pas, en plus c'est pas vraiment le, comment dire ça, parler de cinéma, je pense pas que ce soit le truc dans lequel il faut aller si tu veux gagner plein d'argent, entre nous. Si vous voulez gagner plein d'argent, de ce que je vois sur internet, c'est pas compliqué, il faut faire du divertissement et il faut faire de l'humour si vous êtes très bon là-dedans, voilà. Une question qui est liée, qui est posée par Max la Menace. Lui aussi, il a changé de nom depuis. Alors, penses-tu qu'il sera possible pour toi de vivre de YouTube en tant que critique ciné? À quelle échéance? Alors, comme j'ai dit, vivre de YouTube, est-ce que c'est possible? À quelle échéance? Puisque tu parles d'échéance, oui, dans 30 ans, si YouTube existe encore, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura eu assez de gens pour commencer à gagner assez d'argent. Mais honnêtement, non, je pense que c'est pas possible. Hein. C'est du fantasme sur lequel il ne faut pas compter, je pense. Et je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus. Je pense qu'on peut comparer ça à un jeune qui se dit « je veux faire du foot ». Il va faire du foot parce qu'il aime le foot, parce qu'il joue au foot, et peut-être que dans un coin de sa tête, il se dit hey, « et si je suis bon, peut-être que je vais devenir un joueur professionnel. Et si je suis bon, peut-être que je vais jouer, je sais pas moi, au Barça, au Real, à Manchester, d'accord ?» Et il dit « et peut-être que si je suis bon, je vais être le nouveau Messi, le nouveau Cristiano Ronaldo, etc. » C'est pas impossible. Mais je pense que si tu te mets au foot en disant « soit je suis Messi, soit je joue pas », t'es mal barré, t'es vraiment mal barré, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu pareil sur YouTube, il faut le faire parce que t'as envie, parce que t'aimes ça, faut voir si t'aimes sur le long terme, peut-être que t'es parfait sur le long terme, au début tu kiffes ça, tu te mets, puis après au bout d'un moment t'en as marre, t'as envie de passer à autre chose, hein. J'ai vu plein de chaînes faire ça déjà, moi je trouve ça dommage, mais en effet, un jour ça pourra m'arriver, donc le long terme c'est toujours un peu compliqué à évaluer, on va dire. Et après il faut pas aussi oublier un détail, c'est que on parle des chaînes qui montent, mais il y a aussi des chaînes qui se cassent la gueule, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de te voir, on en a marre de t'entendre parler avec ton accent, avec ta voix chelou, on en a marre de ce que tu dis, on se lasse de toi. Là, je parle de moi, évidemment, d'accord? Et il n'y a pas que la bonté, il y a aussi la descente. Et ouais, en plus, comme jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de vidéos, et ben forcément, je peux comprendre déjà que les gens n'aient pas le réflexe de toutes les regarder, et puis qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre d'entendre ma gueule donner mon avis sur tous les films, quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Donc ouais, si un jour je gagne de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça peut m'aider, tant mieux, mais c'est pas le truc. Alors là maintenant, vous avez pu regarder, la chaîne est monétisée, hein, je crois que j'ai touché mes premiers 100 €. Je commence à 100 €, ça m'a remboursé ça, le micro. Voilà, je suis déjà content, j'ai déjà remboursé un truc, c'est déjà pas mal. J'espère que le matériel va durer longtemps parce que justement, comme je gagne pas d'argent, ça revient cher à renouveler. Donc voilà, tout simplement. Je profite aussi pour rappeler, si jamais, que si vous voulez aider, hein, parce que là aussi j'ai beaucoup d'argent de côté, je crois que j'ai 15 € de côté, vous pouvez aller sur Utip en bas, hein, je fais jamais de pub hein, sur ces trucs, Utip, Tipeee. Je le fais pas parce que j'ai toujours un peu de peine avec ce côté un peu demander de l'argent d'une certaine manière, même si Utip c'est juste regarder un truc, mais c'est un effort qui est fait en plus. Mais il est vrai que si j'en parle pas, les gens le font pas, donc allez voir en bas, comme ça. Je deviendrai riche. Ou pas. Ou pas. Mickey Laserdisc, question très intéressante. Quelle est la scène d'ouverture de film que tu préfères? C'est assez intéressant parce que pendant une période, il y avait beaucoup de films que je regardais dont la scène la plus marquante était la scène d'ouverture.
Peut-être parce que justement, c'était la première que tu voyais, elle t'attrapait, puis après bon, le film mettait un peu de temps à se lancer, etc., etc. Puis finalement, après les autres scènes, elles étaient introduites, ça prenait un peu de temps, alors que la première, elle était papam, tu vois. Comme ça, je vais te parler de Kubrick, je vais te parler d'Orange Mécanique. Et c'est même pas une scène en fait, enfin si, c'est une scène, mais avant même le début de la scène, quoi. Le film commence, t'as un écran rouge, juste un écran rouge. Et t'as cette musique qui commence, une espèce de gong au synthétiseur, et t'as la musique qui commence et toi t'es déjà comme ça. Parce que la musique, elle est, comment dire ça, elle est hypnotisante. T'es là, t'es et t'as juste cet écran rouge qui change de couleur. D'ailleurs, s'il était resté rouge, ça aurait été encore plus beau. Et ensuite, t'arrives et t'as ce gros plan sur le personnage principal qui est là, comme ça, en train de boire son lait. Et t'as ce travelling arrière comme ça. Et l'ambiance qui se dégage de cette scène, cette musique, il y a vraiment quelque chose de malsain qui se dégage. Et comme j'ai dit, le film n'a même pas encore commencé au tout début, t'as juste un écran rouge avec un point. Et Kubrick, il est très très fort là-dedans, c'est pour t'attraper dès les premières secondes. Mais vraiment les premières secondes. C'est pas réalisé par machin truc, bidule, et puis t'as un premier plan qui est peut-être joli. C'est dès le début du truc, boum, il t'attrape. Et ça, il me l'a déjà fait plusieurs fois, par exemple avec Barry Lyndon ou encore avec Shining. Shining, ça commence, t'as la caméra qui est en train d'avancer comme ça sur de l'eau et t'entends t'es déjà dedans, toi. T'es déjà dedans. Barry Lyndon, t'as le logo Warner Bros ancien et tu commences tout de suite avec de la musique classique. Avec de la musique classique. Et t'es déjà dedans. Magnifique. Et oui, je sais, je fais très bien la musique et je vous explique très bien les scènes. Je le sais, merci. Toujours Mickey, on va abréger, hein, désolé. Y a-t-il un film que tu regardes régulièrement tous les ans, par exemple? Alors, à une époque, quand j'avais moins de DVD, je regardais souvent les mêmes. Depuis que j'ai la carte illimitée au cinéma, j'avoue, je suis un peu moins régulier là-dessus, surtout depuis que j'ai la chaîne, parce qu'en plus, t'as le jeu YouTube qui fait que t'as envie d'aller voir les nouveautés pour en parler, même si je regarde encore de temps en temps mes DVD. Là, comme ça, ces dernières années, un des films que j'ai eu tendance à revoir à peu près une fois par année, ça va faire 2-3 ans que je le fais, c'est le Cid, le film Le Cid, duquel j'ai fait une vidéo au passage, hein, vous pouvez aller voir, hein, c'est pas interdit. Je dis pas que la vidéo est super, mais vous pouvez quand même aller la regarder. Il faut savoir que les films que j'ai le plus tendance à revoir, ce sont pas forcément des films que j'ai adorés. Un peu comme si les films que j'ai adorés, c'est des pierres précieuses, des souvenirs que j'ai déjà, pas envie d'abîmer en le revoyant, en disant « Ah, mais finalement, c'était pas si génial que ça ». Aussi parce que j'ai envie donc de garder ce gros souvenir, mais aussi parce que c'est des films que j'ai envie de ressortir vraiment quand j'ai envie de ressentir un truc de fort. Tandis que les films que j'ai trouvé moyens, si vous voulez, hein, c'est un peu comme si le match était encore en train de se jouer. C'est-à-dire, j'ai trouvé moyen, mais malgré tout, il y a un truc qui m'intéresse, j'ai envie de creuser plus. Et Le Cid, c'est un excellent film, mais il est aussi assez long, ça parle beaucoup. Et c'est un film que j'ai apprécié peu à peu. Et donc c'est un film que j'ai envie de revoir et revoir, entre autres, par exemple pour le côté histoire, hein, l'histoire avec un grand H, je parle. Ensuite, le côté légendaire du personnage, opposé au côté historique du personnage, comme j'ai dit, le côté histoire. Bref, un film que j'ai tendance à revoir, par exemple en ce moment, Le Cid. Voilà, encore le même, hein, on va pas se plaindre. Quel est le film qui te rend le plus triste, qui fait écho à des événements douloureux de ta vie? Honnêtement, c'est rare que j'aille au cinéma et que ça fasse référence à des événements douloureux. Ce qui voudrait dire que j'ai une vie heureuse pour le moment, donc heureusement. Je vais pas m'en plaindre, ça fait plaisir. Si vraiment je dois t'en citer un, j'en ai eu plus... Ouais, allez, 500 jours ensemble, 500 Days of Summer, tout simplement parce que je pense que c'est un truc que tous les mecs ont vécu, la situation qu'il y a dans ce film, et même les filles d'ailleurs ont vécu. Hein. Et c'est le film qu'en plus j'ai vu à une période où j'étais dans ce truc-là. Donc j'ai vu le film, je fais oh, ah, ce film il est génial, ce film il est ouf, ce film il est extraordinaire, ce film il est parfait. En plus c'est pas une comédie romantique, ça joue sur le code, mais pour faire un truc un peu différent, bref. C'est un de mes films de chevet, j'adore ce film, et il se trouve qu'à ce moment-là j'en avais besoin. En plus, je l'ai vu au cinéma au bol, enfin au bol, je me suis dit je vais aller voir une comédie romantique, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Passe illimité, allez, on l'essaye. Et le film, il commence, je me souviens de cet écran, il commence, ouais, ceci est une fiction, toute ressemblance avec des personnages réels ou ayant existé, purement dû au hasard, je sais plus la phrase exacte, mais vous la connaissez, à part pour je sais plus qui, il y a un nom qui apparaît, Beach. J'ai vu ça, j'ai fait, bref, un film à voir absolument. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait une vidéo aussi, à voir absolument.
le film, mais la vidéo vous pouvez aussi. Tu sais Jack, je fais tellement de vidéos que des fois il m'arrive d'oublier des films desquels j'ai parlé. Quel est ton plus vieux souvenir de cinéma? Premier film plus marquant à la télé ou au cinéma? Alors, je dirais que les plus marquants, c'est les films doudou, c'est-à-dire ceux dont je me souviens pas l'avoir vu pour la première fois, je sais que je les avais vus, même si j'ai dû les revoir, si vous voulez, pour une fois vraiment fixer le film, d'une certaine manière. Donc, c'est des films que j'ai vus à la télé, hein, et je pense que ça doit être des films comme Superman, ou encore peut-être un truc genre Karate Kid, même si je me souviens quand j'ai revu Karate Kid pour de vrai, du début à la fin, pour bien fixer l'histoire. Je pense que ce genre de film-là, ouais, et du coup, bah, c'était à la télé, parce que j'étais encore trop jeune pour aller au cinéma. Premier film au cinéma, j'ai répondu dans la première FAQ. Le geek du cinéma, on va l'appeler par son nom actuel. Depuis combien de temps es-tu cinéphile? Depuis actuellement 33 ans. C'est-à-dire depuis toujours. Après, comme j'ai dit, j'ai pas le souvenir des premiers films que j'ai vus et que j'ai adoré. Donc, après, si vraiment on rentre... Non, mais... Ouais, j'allais dire, ouais, si vraiment on rentre, j'ai commencé à en regarder, mais je me rends compte que j'en regardais toujours étant gamin. Même étant gamin, sans pouvoir d'achat, quand il y avait un film qui passait à la télévision, je le regardais, quoi. Je veux dire, il y avait Indiana Jones qui passait à la télévision, je devais regarder Indiana Jones. Donc en fait, vraiment depuis toujours, quoi. Et si tu veux, le moment où j'ai commencé à dépenser mon propre fric pour consommer de manière un peu plus grosse, je te dirais à partir de 17 ans. Mais déjà bien avant, je me souviens, comme ils font régulièrement, ils passaient James Bond une fois par semaine, par exemple, et ben une fois par semaine, je regardais James Bond, tu vois. Voilà, c'est... Non, depuis toujours. Quelle est ma plus grande fierté? Ma plus grande fierté? Je te dirais que c'est mon 3e dan de karaté. Ça peut paraître con, mais le karaté, c'est un truc dans lequel je me suis beaucoup investi, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup de passion pour les arts martiaux en règle générale. Après, on a commencé un peu à me castrer un peu dans le milieu, parce qu'il y en a qui, à mes yeux, ne comprennent pas grand-chose à la pratique, mais ça, c'est autre chose. Mais le fait d'avoir obtenu ce grade-là, et peut-être j'aurais pu en avoir d'autres, hein, mais le fait d'avoir obtenu ça, malgré tout, ça fait partie, si tu veux, des fantasmes que j'ai réussi dans ma vie. C'est pas être un joueur de foot pro, par exemple, ça j'aurais pas voulu, hein, mais dans le sens où ça, c'est accessible à tout le monde, ce que je suis en train de dire, mais il faut quand même aller travailler et ne pas s'arrêter, et ça fait quand même partie des trucs, voilà. Après, socialement, ça vaut rien du tout, hein, ça sert à rien de vous balader dans la rue en disant « hey, tu sais, ça fonctionne pas », je vous le dis. Le geek du cinéma qui me demande quel est mon genre de film préféré et il dit moi perso arts martiaux. Alors ça me fait un peu rire parce que quand je lui parle de cinéma de Hong Kong, il fait ça m'intéresse pas. Alors que les films d'arts martiaux c'est le cinéma de Hong Kong, hein, c'est un synonyme. Mais bon, chacun ses goûts. Alors moi le cinéma d'arts martiaux, mais j'en ai bouffé mais une quantité mais astronomique. Hein, ça, je vous montrerai par la suite ma collection DVD quand on arrivera en Asie. Il y en a et j'en ai regardé évidemment beaucoup d'autres, mais personnellement j'ai plus de genre de préférence dans le sens où un bon film est un bon film, quoi. Que ce soit une comédie c'est génial, que ce soit un film d'action c'est génial et tout ça. Après évidemment s'il faut donner une réponse je dirais film d'action, parce que les films d'action c'est quand même ce que j'aime le plus, donc les arts martiaux font partie des films d'action d'une certaine manière. Un bon gros film d'action qui fonctionne vraiment, il y en a de moins en moins hélas, mais ça un film d'action où on prend des flingues et on se tire dessus, je pense que c'est quand même là où je me retrouve le plus.